Bonjour Martha, Bonjour Déborah. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans notre studio. Tu vas nous partager plein de choses incroyables sur ton parcours, mais aussi sur ton parcours professionnel en tant que psychopraticienne et psychotraumatologue. Les internautes, les invités qui vont te regarder vont découvrir tout ça. Mais avant de venir justement à ta spécialité, je voudrais savoir comment tu arrives à te définir à quelqu'un qui ne te connaît pas, parce que tu as deux casquettes, comme je viens de le définir, et des fois ça peut être pas facile. Donc, est-ce que tu peux nous le raconter? Je suis Martha, psychopraticienne en relation d'aide et psychotraumatologue, et j'accompagne donc les personnes, uniquement les adultes, en ligne, donc 100% en ligne, mon cabinet, à débloquer et à avancer sur leur chemin et à se libérer, voilà, du poids qui peut les entraver au quotidien et les empêcher d'atteindre certains objectifs. Avant de faire ce métier, tu étais déjà passionnée par la psychologie en général. Est-ce que finalement, quand tu étais adolescente, tu te disais: ah oui, je vais être psy, c'est une évidence? Alors, pas du tout. Je pense qu'adolescente, par contre, je me posais beaucoup de questions sur mon cerveau, parce que j'ai des particularités. Donc, je suis neuroatypique et je pense que je me questionnais beaucoup. Donc, la psychologie m'intéressait pour essayer de mieux me Mm. comprendre. Mais je pense que le métier de psychopraticienne ou même de psychologue, vraiment, je me disais, c'est pas pour moi, j'ai pas les capacités Oui, intellectuelle. Voilà, peut-être je me réduisais à me dire que c'était pas pour moi. oui, il faut peut-être trop d'études ou C'est faut être ça. scientifique. Des Oui, fois, c'est un voilà, peu ça. c'est Les ça. femmes sont souvent prises pour plus littéraires, donc on se dit que c'est pas pour nous. Mm, mm. C'est des études longues. Et comment t'es venue justement à la psychologie? Eh bien, tout simplement, après la naissance de ma fille, j'ai eu envie de faire une reconversion. Et le bilan de compétences a soulevé que le métier de psychologue était totalement fait pour moi. Mais c'est vrai qu'à cette époque, c'était en 2012. Eh bien, je me sentais pas du tout prête et pas capable de me dire je vais reprendre mes études, je vais aller à la fac, je vais faire. Il fallait que je reprenne 5 ans, etc. Et pour moi, c'était inatteignable. Donc, du coup, j'ai fait une autre conversion et finalement, voilà. Quand quelque chose est vraiment fait pour nous, je crois que ça nous rattrape. Oui, en général, on a les signes de la vie qui nous dit: tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, ce travail est fait pour toi. Puis on dit toujours que notre travail, c'est un peu notre thérapie. Donc ça nous aide, il n'y a jamais de hasard, Mm, hein, mm, mm. forcément. Tu dis 2012, avant 2012, tu travailles dans quel secteur? Dans le secteur de l'esthétique. Ok. Mm. Donc oui, alors en même temps, la beauté, se faire chouchouter, c'est quand même prendre soin de Oui, soi, c'est de c'est la relation important. d'aide aussi. Mm, C'est mm, mm. important. Tout à fait. Le déclic de passer à la psychologie, c'est peut-être finalement essayer de trouver des voies aussi pour ta propre santé, comme pour ton état, si je puis dire, un peu comme ça. C'était C'est ça ça. aussi au fond? Au fond, je pense, oui. Je pense que je me questionnais beaucoup et que j'avais besoin de comprendre un petit peu plus mon cerveau. Mais je pense aussi que, de par mes particularités, donc dont le TDAH, eh bien, notre cerveau a vraiment tout le temps besoin d'apprendre, de s'enrichir. On est assez multipassionné, multipotentiel, pardon. Et du coup, voilà, je parle du secteur de l'esthétique, mais j'ai été dans le secteur de la finance, des énergies, des assurances. Enfin voilà, j'ai vraiment fait énormément de métiers de par cette particularité-là. Et je pense que la psychologie, je voulais pas me l'admettre, mais c'est un métier qui permet de jamais s'ennuyer. Et donc, on apprend toujours, les recherches évoluent, donc il y a toujours des nouveautés. Et voilà. Du coup, je pense que j'ai enfin trouvé mon domaine. 2012, donc tu te reconvertis, tu ouvres ton cabinet tout de suite. Comment ça se passe? Alors, c'est pas en 2012, justement. Hmm. 2012, c'était vraiment l'idée et le La prise bilan, de conscience, quoi. la prise de conscience. Mais non, je me suis reconvertie vraiment en 2022. J'ai ouvert le cabinet. Ok. Voilà. Donc, 2025, 3 ans, on va dire, c'est bébé c'est entrepreneur. ça, bébé entrepreneur, tout à fait. Donc, du coup, pourquoi avoir attendu tant d'années? Bon, ça, c'est, y a
plein de choses qui ont fait que. Et puis, de se rendre compte, 2020, je me suis vraiment rendu compte que, là, j'étais dans le secteur de la finance, que finalement, en fait, oui, mon appel, je ne l'avais pas écouté au bon moment et que là, c'était peut-être le bon moment de l'écouter. Et du coup, j'ai choisi de faire cette reconversion et d'ouvrir mon cabinet par la suite. Voilà. Quel type de formation? Alors, j'ai fait une formation de psychopraticienne en relation d'aide. Et puis après, je me suis formée à différents outils, donc l'EFT, la thérapie des schémas, la psychotraumatologie, ma spécialité. Voilà, et je me forme encore à l'hypnose, enfin voilà, d'autres approches parce que dans mon cabinet, du coup, l'approche est intégrative. Donc, il faut beaucoup d'outils pour pouvoir accompagner les personnes et pouvoir personnaliser surtout l'accompagnement. Puisque finalement, l'approche intégrative, elle permet d'accompagner et de personnaliser en fonction du besoin et de la personne en face. Et donc, chaque accompagnement que je propose est unique. Et finalement, on est tous uniques. Donc, c'est important de le préciser parce que souvent, on se dit je vais prendre un praticien, un thérapeute, un médecin, peu importe, pour sa spécialité, mais pas forcément sur une vision large. Et en fait, il y a tellement de complexité dans le corps humain en fonction de nos histoires de famille, si on a un homme, une femme, etc., que je trouve que ton approche est intéressante. Du coup, comment ça se passe quand on vient chez toi la première fois? Est-ce que tu poses des questions? Est-ce que c'est toujours des mêmes problématiques qui reviennent à toi? Raconte-nous. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, déjà, la première fois, on fait un entretien clinique. Donc, on va faire l'anamnèse pour essayer de mieux comprendre qui on a en face et pouvoir l'accompagner au mieux. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qu'on pose à ce moment-là. Permettent aussi de créer le premier feeling, le premier lien pour enfin créer l'alliance thérapeutique sur le long terme. Donc, c'est vrai que c'est un moment de rencontre. Et c'est un moment aussi d'échange et de mettre à l'aise la personne pour qu'elle se sente bien et qu'elle a envie de revenir. Mais c'est vrai que c'est un moment où on pose vraiment toutes les questions pour nous cerner si vraiment, enfin en tout cas moi, cerner si je peux vraiment accompagner, si sa demande va avec ce que je propose finalement. C'est souvent des femmes ou des hommes qui viennent te voir? Alors, principalement des femmes, mais j'ai aussi des hommes. Ouais. Et c'est bien parce qu'en fait, je pense que pour la guérison aussi de certaines problématiques comme le patriarcat, les choses comme ça, et bien que les hommes aussi se fassent accompagner, voilà, c'est important parce que ça va faire la différence sur le long terme, je pense. Je ne sais pas si c'est indiscret, mais est-ce qu'il y a des problématiques régulières qui reviennent dans les personnes que tu accompagnes? Est-ce que c'est plutôt des traumatismes de l'enfance, de l'adolescence, du jeune adulte, de l'adulte? Eh bien, la vérité, c'est que c'est ma spécialisation, les traumatismes, c'est vrai, mais c'est rare que le premier rendez-vous, on me dise je viens parce que j'ai tel prograde. Ouais, on n'en a pas conscience, quoi. C'est ça. Très souvent, on n'en a pas conscience. Donc, voilà, on va venir parce qu'on se sent bloqué dans sa vie pro, perso. Ça se passe pas très bien avec son chéri. On se sent emprisonné dans une relation. On a du mal à gérer nos quotidiens, nos enfants. On se sent déprimé. On perd sens à la vie. Manque de confiance en soi. Ça peut être aussi tout ce qui est pareil, l'anxiété. Souvent, on n'en a pas conscience, donc on vient jamais en arrivant en me disant j'ai de l'anxiété, je vais m'en libérer. Donc pareil, ça va plutôt être je suis perfectionniste, j'ai le syndrome de l'imposteur ou voilà. Donc ça va être plutôt d'autres points qui moi vont m'amener à aider à prendre conscience la personne. Appuyer sur l'élément, le détail qui fait que. C'est ça. C'est toujours ça. Et l'anxiété, c'est marrant parce que souvent, on pense dans la société que c'est normal. Tu sais, c'est comme les femmes qui ont des problématiques de femmes et on dit ah oui, mais c'est normal que tu aies ça. En fait, c'est pas normal, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est souvent parce que c'est sûr que les employeurs, les perfectionnistes, ils les adorent forcément, mais ça veut pas dire que la personne n'en souffre pas en fait. Et des fois, elle n'en a pas forcément conscience ou en tout cas, elle se rend pas compte que c'est peut-être ça qui l'amène à souffrir sur d'autres points ou à être bloquée sur d'autres points de sa vie, à procrastiner ou autre.
Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de règle dans l'accompagnement, le nombre de séances, parce que c'est souvent les questions qu'on peut poser à un praticien, un expert de santé. C'est est-ce qu'il faut que je vienne 10 séances ou c'est comme l'ostéo, Mm. hein. Ah, mais il faut que je revienne. Bah, en fait, ça va dépendre aussi de l'évolution de la personne, etc. Ça, c'est un point, je le dis à ta place, je sais que tu t'allais le dire, mais je vais le dire quand même du côté patient, là. Quelqu'un qui vous dit, vous devez prendre tant de séances signées, je pense qu'il y a un problème. Effectivement, Ouais. ça m'inquiéterait. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être certains thérapeutes ou psy qui le proposent, mais pour moi, effectivement, on est tous uniques, donc Mm. peu importe la problématique, c'est impossible de déterminer un nombre de séances parce que pour la même problématique, une personne, bah, ça va peut-être mettre 6 séances et puis une autre 12. Ouais. Donc, déterminer quelque chose, c'est peut-être ça peut rassurer la personne qui est anxieuse, mais pour moi, c'est pas faire le bon travail si au bout Mm. de 6 séances, je lui dis bah merci, au revoir, alors que ça se trouve, elle a pas atteint son objectif ou autre. Enfin, pour moi, non. C'est vrai que D'ailleurs, une j'ai du question mal qui avec me ça. vient, il y a une prise en charge de la Sécu pour tes séances ou Non, pas? il n'y a pas de prise en Ok. charge par la sécurité sociale. Par contre, il y a des mutuelles qui prennent en charge. Ok. Donc là, après, il faut se rapprocher Oui. de sa mutuelle pour savoir oui, il y a Ouais. médecine douce et quel secteur elles prennent. Enfin, souvent, c'est dans médecine douce qu'on peut le retrouver. Voilà. Et après. C'est important de le savoir parce que la santé mentale est aussi importante que la santé physique, enfin, du corps. Je veux dire, Tout à fait. Ah l'un. ben, l'un ne va pas sans l'autre. Et souvent, c'est sous-estimer la santé mentale, Ouais. alors que ça devrait être l'inverse. Ouais. Parce qu'on va chez son médecin traitant dès qu'on a un petit bobo. Mm. Mais pour la santé mentale, on n'ose pas pousser Ouais. la porte d'un cabinet. Ouais. Et c'est dommage, je trouve. C'est vrai quand on demande à nos parents ou nos grands-parents s'ils sont encore vivants. Moi, mon père, il me dit, mais jamais de la vie, à mon époque, je serais allé voir un psy. Mm. Et il pense encore, à 70 ans, que voir un psy, c'est être fou, quoi. Et en fait, notre société a comme évolué. Je pense que toi, tu l'as ressenti. On a à peu près, je pense, la même génération. Mm. On voit bien qu'il y a quand même une prise de conscience des jeunes générations sur aller mieux et prendre en compte la prévention, quoi. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que ça s'est démocratisé, je pense, Ouais. ben, avec les réseaux sociaux. Les gens se sont mis à parler, à libérer la parole. Et donc, il y a moins d'ignorance sur le sujet. Et donc, les jeunes s'y intéressent. Mais c'est vrai que les anciennes générations sont encore obtus sur le sujet. Et c'est encore difficile de leur faire comprendre que c'est important. Ouais, que c'est essentiel. C'est C'est un ça. pilier. C'est un pilier de la santé, Ouais. en général. J'aime bien parce que tu mêles plusieurs approches. Tu as une approche intégrative, donc avec des outils comme la TCC, tu vas nous les définir, hein, la thérapie des schémas ou l'EFT. Je connais bien tout ça, mais je veux bien que tu nous dises chacune vraiment la spécificité et pourquoi tu as choisi de t'entourer de ces outils-là. Alors, j'ai décidé de m'entourer de ces outils-là parce que moi, ils me parlaient. Et puis, parce que je pense que il y a des outils qui sont plus spécifiques pour aider telle ou telle chose et autre telle ou telle chose. On va dire que tout ce qui est EFT, hypnose, thérapie somatique, même thérapie des schémas, c'est plus axé psychotrauma. Ouais. Mais on peut aussi... En fait, j'allais dire c'est que psychotrauma, mais non, pas du tout, parce que pour l'anxiété, pour la confiance en soi, mais il y a des personnes qui vont être plus à l'aise à faire des exercices, donc comme les TCC, où là, on va aller faire de l'analyse fonctionnelle, chercher en fait sur l'instant, maintenant, qu'est-ce qui pose problème, etc., et trouver des alternatives. Alors que l'hypnose ou l'EFT, c'est plus, on va parler à l'inconscient. Ouais. Donc voilà. Donc tous ces outils complémentaires finalement. Tout à fait. Ouais. Ils se complètent tous. Ils ont tous leur particularité, mais ils sont tous importants. En préparant notre échange, j'ai découvert une approche, un terme que je connaissais pas, safe et situé, que tu le définis. Hein, je voudrais bien que tu nous le racontes et que tu racontes aussi aux personnes qui vont nous voir aujourd'hui. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi notre spécialisation, donc une autre formation que j'ai faite, qui me tenait à cœur. Alors, pour définir, donc déjà, safe, c'est vraiment le fait d'être une psy où on va être dans un espace vraiment bienveillant, sans jugement, où la personne va se sentir en sécurité. Et peut-être que pour des personnes, ça va paraître normal de se dire mais pourquoi il y a besoin de rajouter ce terme, parce que normalement, si on va
voir un psy, c'est que on va forcément être en sécurité. Et pour moi, c'est pas toujours le cas. Ouais. Et je pense que si ces termes ont été mis en avant, c'est pour une raison. Enfin, s'ils existent aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et situer, c'est vraiment le fait d'être consciente que il existe des oppressions systémiques et de tout mettre en place pour pas les reproduire dans sa pratique, mais surtout d'accueillir la parole du consultant ou de la consultante finalement et d'accepter que ce qu'elle peut dire soit vrai et ne pas remettre en question ou ne pas lui dire mais non, t'as dû rêver ou t'as dû inventer, enfin voilà. Donc c'est vraiment prendre en compte tout ça et permettre aussi accompagner cette prise en charge parce que souvent il y a des traumas derrière. Donc voilà. Tout à l'heure, tu parlais de la première séance qui est importante, qui est voire cruciale. Pourquoi elle est si importante que ça C'est en échangeant, tu me l'as souvent dit. J'ai vu aussi quelques psys le dire. Pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est là où aussi on va déterminer l'objectif. C'est vraiment de là que part la thérapie, c'est-à-dire les personnes. Ça aussi, c'est difficile d'ailleurs pour les personnes de déterminer un objectif, mais c'est vraiment à nous, en tant que psy, d'accompagner vers ça, parce que plus l'objectif sera clair et déterminé dès le départ, et plus on va pouvoir voir les résultats et se rendre compte de là où on en est dans la thérapie. Parce que sinon, on part pour toute la vie, quoi, Bah oui. sans Ouais. objectif. Et oui, parce que c'est comme faire un marathon. Il y a un objectif. Le but, c'est pas. Je pense pas qu'on doit rester toute notre vie à faire de l'accompagnement psy. Je pense qu'il y a des coupures, on revient, on travaille d'autres choses, hein, Tout jusqu'à à la fait. fin de Mm, mm. notre première vie, de notre vie ici, Tout à dans le fait. numéro un tel. C'est souvent ça. Est-ce qu'il y a des personnes que tu n'accompagnes pas, que tu refuses? Et si oui, pour quelles raisons? Je refuse les enfants, mais parce que c'est pas ma Ouais, spécialisation, même si j'ai la formation. Et puis je trouve qu'en ligne, c'est pas adapté pour eux. ouais. Je pense qu'ils ont besoin quand même d'un contact et d'avoir du présentiel. Mais sinon, après, j'accepte tout le monde. Après, sauf quand c'est pas mes spécialisations, je vais Mm. rediriger. Par exemple, les TCA, les addictions, les choses comme ça. C'est moins ma spécialisation, donc je vais rediriger. Mais sinon, non, je prends tout le monde, à part si, si ça se passe mal ou que Ouais. la personne peut me manquer de respect Oui. ou, je sais pas moi, vient parce que c'est sa compagne qui lui dit de venir. Donc là, je pense à cet exemple-là, mais et finalement n'est pas vraiment là pour faire une thérapie, mais plus pour satisfaire une personne. Il n'y a pas d'intérêt à Ça marchera continuer, pas. donc ça marchera pas, il y aura pas de résultat. Ouais. Ouais, bah, tu touches un point qui est vraiment sensible et important, c'est qu'on ne le fait pas pour faire bien ou pour notre amoureux, amoureuse, etc. On le fait vraiment pour une prise de conscience personnelle. D'ailleurs, la démarche, la personne doit faire ce chemin-là. C'est toujours délicat dans le domaine de la santé ou du bien-être parce que on peut, enfin, moi je dis toujours, c'est pas de la communication classique, Mm, c'est mm, que mm. la personne doit faire le chemin. Sinon, ça ne marchera pas. Et c'est pas comme nous, on vient, on peut mettre en évidence le problème. Alors, tu peux le faire. Tu peux dire, bah, effectivement, tu as peut-être besoin de tel accompagnement pour te soulager, mais la personne doit avoir le déclenchement au départ. C'est ça. S'il n'y a pas le déclenchement, ça veut dire que elle n'a pas pris conscience qu'elle avait Mm, quelque chose à travailler. Donc ouais, finalement, si elle vient en thérapie en étant dans le déni de quelque chose, ouais. oui, il se passera rien à part du papotage, mais je vois pas trop l'intérêt. La crise sanitaire nous a montré qu'on a une facilité à accéder à distance à justement des consultations, de la visio avec des experts, etc. Toi, tu as choisi le format en ligne. Est-ce que des personnes te disent des fois, bah tiens, je voudrais du présentiel, c'est compliqué, c'est quoi les questions qu'on te pose? C'est vrai que au tout début, quand j'ai ouvert le cabinet, j'avais beaucoup d'appels et on voulait du présentiel. Enfin, les personnes me disaient ah non, mais moi je veux présentiel. Ouais. J'avais pas compris que vous étiez 100% en ligne. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont totalement réticentes et dans ces cas-là, je les invite à trouver une psy qui est en présentiel vers chez eux. Mm. Euh, c'est vrai que moi j'ai choisi cette option-là tout d'abord par facilité au début. Quand on s'ouvre, Mm. voilà, il n'y a pas de local à chercher, etc. Donc je me suis dit on verra plus tard. Mm. Et puis finalement, c'est vrai que de par aussi le fait que mes enfants aussi donc sont neuroatypiques et donc ont des particularités et demandent beaucoup plus de temps que des enfants classiques, sachant que déjà les enfants classiques, ça Oui, demande prends du du temps. temps. Du coup, dans mon quotidien, c'est super pratique et donc du coup, ça permet Ouais. de mieux jongler entre ma vie de famille Ouais. et ma vie pro.
Donc finalement, tu trouves des consultants qui sont alignés avec ça. Voilà, du coup, par contre, oui, je trouve des consultants qui sont OK. Et même des fois, il y a eu des personnes qui étaient hésitantes et qui ont dit bah, je veux bien quand même essayer et qui finalement reviendraient pas au présentiel. Ouais. Donc, Non, j'ai déjà entendu voilà, des praticiens, des experts de santé ou santé naturelle qui disaient à l'opposé que eux, ils veulent du full présentiel parce qu'ils n'arrivent pas, ils sentent qu'il y a un moins. Moi, je pense qu'il n'y a pas de méthode mieux ou moins bien. Je pense qu'il faut ressentir et moi, je suis très distancielle de par mon activité. Alors là, on est en vrai, en réalité dans l'interview, mais je trouve qu'on peut aussi alléger sur plein de choses le distanciel. Donc, tout à fait. Et puis finalement, je me suis rendu compte de par ma pratique qu'il y a des personnes qui étaient vraiment très anxieuses et qui arrivaient à libérer beaucoup plus la parole en étant chez eux, dans leur canapé ou dans leur lit. Enfin, forcément, ils sont dans leur zone de confort. Et donc, ça change beaucoup de choses parfois. Oui, c'est un point important. C'est un point important. Tu parles d'alliance thérapeutique avec tes consultants. Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi c'est précieux? Alors, l'alliance thérapeutique, oui, c'est précieux, c'est même indispensable, je dirais. Et d'ailleurs, il y a des études récentes qui ont été faites à ce sujet et qui prouvent que ce qui fera la différence, c'est l'alliance thérapeutique. Qui fera la réussite de la thérapie, c'est l'alliance thérapeutique. Peu importe l'outil, peu importe la façon de procéder de la psy, c'est vraiment ça qui fera la différence. Il faut que la personne en face se sente en confiance et créer cette alliance. Parce que sinon, il n'y a pas de réel résultat si vraiment ce lien n'est pas créé. Voilà. Parce que du coup, la personne ne se sentira pas assez à l'aise et elle s'ouvrira pas assez. Donc, en tout cas, pour certains objectifs, ça sera inatteignable, je dirais même. Tu pourrais enchaîner avec les deux piliers. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Partie sur carrément autre chose. Donc oui, je dirais même que pour l'alliance thérapeutique, justement, il y a 2 piliers indispensables à prendre en compte. C'est vraiment le cadre thérapeutique. Donc il faut que la psy arrive à le respecter parce que sinon l'autre ne va pas se... Enfin, comme un enfant en fait, il faut lui donner un cadre pour que ça fonctionne. Et puis... je vais... La zone sécurité. Ah oui, et puis il faut qu'il soit dans un espace sécurité, bienveillance, non-jugement. Il faut qu'il se sente contenu et à l'aise en fait. Voilà. D'où le safe est situé. Finalement, voilà. Ça va avec ma pratique. On y revient. On y revient, tout à fait. Il y a une phrase que tu m'as dite une fois, écouter, ce n'est pas un vrai métier que tu as entendu ou qu'on a pu te dire. Moi, ça m'a fait écho dans mon parcours forcément, parce qu'on me dit, ah bah tiens, tu parles, mais en fait, tu bosses, tu fais rien. Alors que faire une interview, j'ai challengé des amis, des collaborateurs. Voilà, c'est différent. Et écouter toute la journée, on n'écoute pas des séries Netflix. Hein. Toi, tu écoutes des personnes qui ont des problématiques. Donc c'est profond, c'est pas toujours jovial. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces personnes qui pensent ça? Eh bien que c'est un peu être ignorant de penser ça, parce que finalement, l'écoute qu'a le psy est bien plus qu'une écoute simple entre collègues ou entre amis. Hein. C'est vraiment une écoute active. On va aller déceler le non-verbal, les choses qu'on n'oserait pas dire. Enfin, on va aller voir les croyances, les schémas répétitifs. Reprends 3 phrases, t'inquiète. Donc, on va aller voir les croyances, les schémas répétitifs, enfin voilà, tout ce qui, des fois, les personnes n'ont pas vu, et peut-être mettre des mots M-O-T sur les mots, M-A-U-X. Donc, effectivement, ça demande beaucoup de compétences. Et puis, c'est un travail aussi qui est très émotionnel. C'est-à-dire que tout le monde ne pourrait pas écouter de 9h jusqu'à 20h les problèmes des gens. Des fois, c'est très intense, très, très important. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, je trouve que c'est réducteur de simplifier le métier comme ça. Lors d'un échange avec, je vais la citer, Anne Figo, donc, qui est assez connue dans le domaine de la médiumnité, elle disait c'est pas fun d'aller contacter les défunts quand les personnes viennent parce qu'elles sont tristes, elles ont besoin d'avoir un message, de se libérer d'un poids.
Et effectivement, toi, c'est pareil, c'est à l'image de c'est pas facile d'entendre toujours et d'avoir cette charge le soir quand tu finis. C'est pas tu fermes la boîte, c'est tu as quand même ça en tête. Donc moi, je veux vraiment appuyer là-dessus, c'est que c'est pas aussi fun parce qu'on a les jeunes générations qui croient que tout est facile, le web Mm. c'est facile, faire les vidéos, etc. Ah bah voilà, je vais rester chez moi. Personne pourrait dire, ah bah oui, mais tu fais des consus chez toi, c'est easy, tranquille. Il n'y a rien Non, qui est c'est pas la facile. belle vie. Non. Oui, il y a rien qui est facile. C'est un métier passion, donc j'adore le faire. Ça se sent. Mais ouais, ça me rassure. Mais vraiment, c'est pas facile. C'est pas. Je me suis levée un matin, tiens, je vais écouter des gens. Non, c'est un métier. Il y a une formation Mm. solide. Donc d'ailleurs, voilà, j'inviterai les personnes à ne pas consulter des personnes qui ont fait une simple petite formation de quelques heures ou de quelques jours, parce que là, ça serait dangereux même pour leur santé mentale. Mais vraiment, c'est un métier qui englobe beaucoup plus Mm. que juste l'écoute. Donc, il faut pas. Et, et c'est une écoute différente. Par exemple, c'est une écoute que moi, je n'ai pas en dehors. Mm. Quand je suis avec mon mari ou avec mes enfants ou avec mes amis, je n'ai pas la même écoute que par mon métier. Je Ouais. ne vais pas analyser ma famille ou mes amis. Voilà. Donc, c'est différent. Ouais. Et c'est en ça que c'est un métier. Tu reçois forcément des personnes qui ont été insatisfaites d'un précédent psy ou une précédente psy. Comment, toi, ça se passe? Comment tu arrives à retisser ce lien de confiance? Et raconte-nous un peu comment ça pourrait se produire. Oui, alors ça, c'est jamais évident, mais ça arrive, hein, parce que c'est difficile, hein, de trouver le bon psy qui nous convienne. Donc, il faut tester, etc. Et donc, c'est vrai que j'en reçois pas mal qui ont été déçus. Donc, des fois, ils sont assez craintifs au départ. Et c'est là où il faut vraiment asseoir l'endroit où ils vont se sentir un petit peu en sécurité, mais surtout créer un lien où moi, je me sens pas au-dessus d'eux, en fait. Donc, je sais pas si c'est le fait de ne pas avoir un diplôme universitaire qui les rassure, mais en tout cas, c'est vraiment un lien où je suis à leur hauteur et en fait, je suis là pour les accompagner. Non Humain, pas humain, quoi. voilà, de humain à humain. Je suis pas là pour me dire je sais, j'ai la science infuse et tu dois faire comme ça Mm. pour guérir. C'est non. Mm. Et donc du coup, peut-être que c'est ça qui les rassure, où ils se sentent peut-être en face de, je dirais pas une amie non plus parce que c'est pas le bon terme, mais vraiment un humain, voilà. Ouais. Et j'ai pas de casquette quand je les écoute et Mm. que je les reçois en fait. Et c'est peut-être ça qui les rassure. Tu penses que c'est une différenciation ou que normalement les psys devraient tous être comme ça? Je pense que tout le monde, tous les psys devraient être comme ça. Et c'est pas le cas. Non. On est d'accord. Comment tu ressens ton métier dans quelques années? Que ça soit la psychothérapie, psychotraumatologie. Mhm. Est-ce que toi, tu ressens quelque chose? Est-ce que tu... Encore une fois, c'est de l'hypothétique, hein, on n'est pas là pour faire des vérités. Mais c'est quoi un peu ton ressentiment sur les années à venir? Je pense que ça va évoluer dans le positif, hein, c'est-à-dire que déjà, les réseaux sociaux, etc., a développé un petit peu cette prise de conscience de par la population, mais je pense que déjà les recherches vont évoluer. Peut-être aussi par rapport à l'IA, il y aura Oui. une évolution de ce côté-là. Que beaucoup plus de personnes vont prendre soin d'eux et surtout de leur santé mentale. Peut-être l'approche intégrative va se démocratiser auprès de tous les psys, parce que je pense que c'est ça aussi qui fera la différence. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est vrai que je voudrais pas trop faire d'hypothèses, mais je pense que ça va aller que dans le bon sens et avec une démocratisation un petit peu plus générale. Toi qui es 100% en ligne avec l'IA, ça peut être que dans la même lignée de ce que tu proposes. C'est vrai. Ouais, je fais C'est le vrai. parallèle quand même. C'est vrai, mais je suis un peu sceptique quand même parce que j'ai peur que ça enlève de l'humain, justement. Tu penses, Ça, t'as peur que les prochains psys soient des robots qui nous analysent et... un petit peu Ouais. peut-être. Ah non, C'est vrai qu'on part dans cette hypothèse, on pourrait le penser et ça m'inquiéterait parce que j'ai envie que... Enfin, pour moi, c'est un métier d'humain à humain, c'est de la relation d'aide et ça doit le rester quand même. Donc, Je pense que l'IA va pouvoir... je pense que l'IA va pouvoir alléger des manquements. J'en discutais avec une personne qui intégrait l'IA dans la pratique des radiologies.
Donc là où il y a une pénurie, je pense que des analyses basiques pour un des rhumes, etc., ou là où il y a une pénurie de médecins en France, Mm. je pense que ça peut être bien parce qu'il y a quand même une réponse. Mais ce que j'ai aimé avec la personne avec qui j'ai échangé, c'est qu'il y a toujours un humain qui va aller analyser la radio, la prise de sang, etc. Donc je me dis, tant qu'il y a ça, ok. Par contre, si ça sera full robot, full IA, Mm. là, effectivement, je pense qu'il y a un Ça gros point Mm, d'interrogation. mm. Oui, imaginons que les psys, ça devienne un robot. Ouais. Et alors, quelle est votre problématique? Mhm, Ouais, mhm. ouais. Mais qui est plus, ouais, le lien, L'émotion, pour l'instant, le robot ne peut pas le l'émotionnel. faire. Non. On verra, ça se trouve dans 10 ans, on va dire, ah oui, on était un peu cru de dire ça à l'époque, mais... Non, j'espère pas. J'espère qu'on gardera ce côté-là quand même. Attends, je voulais dire un truc. Ok. Si aujourd'hui, tu as une personne en face de toi qui te dit, ah, elle est super sympa, Martha, mais moi, je vois pas pourquoi je devrais consulter, j'ai pas de problème. Alors, je pense que tout le monde a des problèmes, plus ou moins intenses ou pas, qu'on en a conscience ou pas, on en a tous. C'est comme on dit les familles, on a tous des casseroles dans la famille. Il n'y a jamais une famille parfaite, voilà, c'est Ça toujours n'existe ça. pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne si elle te le dit? Ben, un peu ce que tu viens de dire. Donc, ben oui, que en fait, la famille parfaite n'existe pas, qu'on porte tous nos casseroles et que je dirais même que tout le monde devrait faire au moins une thérapie une fois dans sa vie parce que ça apporte et au moins pour mieux se connaître, comprendre pourquoi tel blocage, pourquoi on réagit comme ça, comprendre un petit peu plus le fonctionnement humain et peut-être développer des fois l'empathie au boulot ou voilà, mieux comprendre parce que je trouve que l'humain des fois a tendance à être un peu centré sur lui et oublier que telle ou telle personne peut-être réagit comme ça parce qu'elle a des soucis en fait, des problèmes personnels. Donc ça peut être intéressant et puis on a tous des problèmes dans tous les cas. C'est pas possible autrement et je dirais même que tout au long de la vie en fait on chemine et en fait c'est nous la porte d'entrée dès qu'il y a un objectif à atteindre, je vais aller voir Martha, etc. Mais après il y a des personnes qui ne consultent jamais, mais je pense pas que ce soit des personnes heureuses. Ta famille, ils pensent quoi de ton travail? Tes enfants, ils te définissent comment d'ailleurs? Mes enfants, ils m'appellent psychologue parce qu'ils, voilà, Bon. c'est le raccourci. Alors je leur dis toujours non, je redis le terme. Donc maintenant ils disent thérapeute ou psy. Voilà, ils raccourcissent, mais ils ont compris. Et eux, en plus, par leur particularité, sont accompagnés aussi, donc ils connaissent déjà le secteur. Et puis, non, ils sont assez fiers que je me sois reconvertie. Ils ont vu une maman heureuse. Je pense qu'avant, dans le secteur de la banque, déjà, ils me voyaient moins souvent. J'étais pas très présente. Et puis, j'étais peut-être moins heureuse. Donc, voilà, je pense qu'une maman épanouie, ça fait des enfants épanouis. Ça se ressent. Et puis, ça se ressent. Et c'est chouette aussi de dire, voilà, moi j'assume, je dis que j'ai une particularité, plus ou moins intense selon les personnes, mais en tout cas la tienne, et que du coup ils doivent déculpabiliser en disant, maman elle est comme nous, et c'est ok, et c'est pas une tare, et puis ils te voient bien, tu vois. C'est ça. Je pense que de voir que, de là où j'en suis, ça les rassure de se dire, ah oui, je vais pouvoir faire plein de choses, parce que ma maman, elle fait plein de choses, et puis ma maman, elle a fait plein de métiers. Donc ça, ils aiment bien le dire. Maman, elle a plein de diplômes différents, elle a fait plein de métiers. Et ça les rassure, oui, de se dire en fait que tout est possible, et que c'est pas une vraie tare, même si moi, je l'ai longtemps cru. Oui, c'était notre génération aussi. Effectivement. Ouais. C'était une autre génération, on n'était pas diagnostiqués, il n'y avait pas, encore moins déjà pour les femmes, les filles à l'époque. Donc oui, c'est différent. Et les patients, quand tu leur... parce que sur ta communication, tu es assez transparente, sur les réseaux ou même dans l'échange, au contraire, les gens, ils viennent pour ça ou ça peut être un frein? Alors, il y en a qui viennent pour ça, parce qu'ils le sont. Ils se disent, autant que ma psy le soit aussi. Ou ils se posent la question. Et du coup, ils se disent, si, voilà. Donc, c'est vrai que je peux arriver à leur dire, oui, vous devriez faire un bilan et les orienter vers une neuropsychologue. Et puis, il y en a qui sont pas forcément au courant et qui le découvrent en me découvrant, en s'abonnant et en prenant rendez-vous ou autre. Donc, mais ça, c'est pas quelque chose qui a été dérangeant. Et puis, moi, je le dis assez ouvertement. Donc, du coup, ils sont assez... Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà entendues, des sortes de questionnements, d'injonctions, des phrases qui reviennent souvent,
ou des fausses croyances un peu sur ton travail? Oui, bah, un petit peu le fait que ça soit pas le diplôme d'État. Ok. Ça revient souvent. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais bon, c'est le propre de l'être humain, hein, de critiquer et juger ce qu'il ne comprend pas. Mm. Et aussi, c'est aussi comme ça que la société elle a été construite, hein, par la méritocratie. Il faut avoir bac+5 pour avoir tel titre et avoir le droit d'être compétent, alors que je pense que ce n'est pas ça qui rend compétent. Mm. Mm. Donc, par contre, oui, il faut une formation, mais que ce soit une formation universitaire ou une formation en école privée, à partir du moment où il y a la formation, oui, on peut devenir compétent. Mais il y a des psychopraticiennes qui ne sont pas compétentes, mais il y a aussi des psychologues qui ne sont pas compétents. Et ça, je pense que des fois, beaucoup de personnes l'oublient. Et ça crée aussi des dégâts auprès des personnes qui sont accompagnées, en fait. Je pense que c'est en plus souvent des femmes qui entendent ça. Les hommes ont moins ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir nous les femmes en disant mais est-ce que je suis légitime, t'as vu, il m'a dit ça, on m'a dit ça, etc. Dans tous les corps de métier, c'est un peu ce ressenti-là qu'on a. C'est vrai. Et souvent, moi, il m'a beaucoup suivi ce syndrome de l'imposteur, vu que j'ai beaucoup changé de métier et que je me suis souvent formée en école privée. Et donc, du coup, même en banque, ceux qui avaient des bac+5 et que moi, j'ai quand même été responsable d'agence, ben, forcément, voilà. Donc, oui, c'est vrai que c'est plus difficile et difficile de s'enlever des fois ce syndrome parce que bah, la société a tendance à le rappeler et puis les gens sont un petit peu formatés à ça, alors que bon, pour moi, c'est une fausse croyance. Tes anciens collègues de travail, ils disent quoi de ton nouveau job? Vous avez gardé contact? Ils viennent te consulter? Non, j'ai pas gardé contact avec tous. Il y en a qui sont qui m'ont félicité, qui me suivent, qui m'encouragent, etc. Il n'y a pas de souci. Ouais, non, il n'y a pas je reçois pas les gens que je connais. Faut rebondir sur ça. C'est important de le dire. Ouais, c'est important de le dire parce que très souvent on m'a sollicité parce que ben oui, Martha, Martha, ça peut rassurer des personnes et non en fait, c'est pas conseillé, c'est pas déontologique d'accompagner les personnes qu'on connaisse, même si c'est que des collègues de travail. Ça sera pas sain et on sera pas objectif et du coup la thérapie n'aura pas forcément de résultat. C'est important de le signaler. Si tu n'avais pas eu ce déclic d'aller dans le côté de la psy en général, tu penses que tu serais restée en banque? Non. C'est sûr et certain, je ne serais pas restée en banque, même si c'est aussi une forme de relation d'aide, parce qu'on accompagne les gens dans leur projet de vie, etc. Mais il y a un monde c'était un monde qui ne me convenait plus. Je sais pas. Je pense que j'étais faite pour être dans la psychologie parce que je cherche dans quoi d'autre j'aurais pu m'orienter. Le changement était évident dans tous les cas. Dans tous les cas, oui. Le changement était évident. Ce que je te disais, entre 2012 et 2022, on va dire que ça a mis du temps pour que je me prenne conscience que c'était ma place. Mais je me verrais pas ailleurs, ouais. Non, franchement, non. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter dans les 10 prochaines années? Si tu avais une baguette magique, là. De mettre une plage sur les pieds. Ouais, peut-être. De faire des consultations sur la plage. Non, franchement, que ça continue et que voilà, mon cabinet continue de recevoir et d'accompagner les gens et de les aider à aller mieux et à atteindre leur objectif et à oser être eux, enfin. Ouais. Et si tu avais un conseil, un retour de témoignage, un mot à transmettre aujourd'hui, tu voudrais transmettre quoi? Que la croyance, la thérapie, c'est que pour les fous, non. C'est pour tout le monde. Même nous, les psys, on consulte. Enfin, je dirais même que c'est un point à demander si vous hésitez. Parce que pour moi, être une bonne psy, c'est déjà avoir été aussi de l'autre côté. Oui. D'avoir fait son propre cheminement, de pouvoir continuer, d'y retourner quand il y a besoin, hein, voilà. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est formé, parce que je pense qu'il y a aussi cette fausse croyance dans l'inconscient collectif que on est psy, donc on est
exempte de tout problème de santé mentale, ce qui est faux. Ouais. Et je dirais que pour certaines choses et même certains psychotraumatismes, il vaut mieux être accompagné et ne pas se dire je vais faire ma thérapie toute seule, c'est bon, j'ai la formation, je sais ce qu'il faut faire. Non, sur certains points, bien sûr que oui, mais sur d'autres, c'est bien aussi de... Et puis, s'auto-diagnostiquer, voilà. Ouais. Je pense que c'est pas sain. Puis on pourrait même rajouter, ça n'enlève pas une consultation chez son médecin traitant. Encore une fois. Oui, tout à fait. Oui, c'est même Je primordial. précise pour toi. Oui. Ouais. Il n'y a pas de miracle. Oui. Il n'y a pas de miracle, mais effectivement, c'est bien d'aller les deux. Médecin traitant et psy. Voilà, le combo parfait pour une santé et une vie heureuse. Et le petit message face à toi-même, tu te dis quoi aujourd'hui ? Je suis contente d'avoir réalisé cette interview. Parce que c'est une sortie de ma zone de confort. En tant qu'introvertie, c'est vrai que je manque de répartie. C'est pas le monde où je suis. Bon, ça me rassure. Voilà. Non, bravo. Et ça me donne envie de recommencer. Donc, en tout cas, j'étais ravie de t'accompagner. Pour découvrir un peu plus, on mettra à tous tes nouveaux abonnés ou déjà abonnés toutes les informations en bas de la vidéo pour te retrouver, si c'est en format long ou en format court, bien sûr. Tout à fait. Et ton compte Instagram, ton site. Et puis moi, j'ai grand plaisir de te retrouver peut-être pour un prochain épisode. Avec plaisir. Je pense que je reviendrai. Merci Martha. Merci Déborah.